Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de commencer mes propos, vous demander de ne pas me voir comme un philosophe féru des grandes questions existentielles, ce que je me suggère d'ailleurs, rassurez-vous, mais plutôt comme un simple citoyen. Un simple citoyen qui vit en son être et dans sa chair une cruelle situation. Et cette situation, c'est celle d'un pays qui a des atouts pour favoriser le plein épanouissement ou même le bonheur de son peuple. Un pays qui a des atouts pour permettre un vivre ensemble harmonieux entre toutes ses filles et tous ses fils. Un pays qui a des atouts pour permettre aux 7 millions d'âmes de se partager en bonne intelligence un espace où la justice et l'équité seraient la règle, ou tout au moins comme cela se voit dans des nations civilisées ou dans des pays démocratiques, ces deux vertus seraient-elles au moins soutenues par des institutions fortes, des institutions qui protègent le faible contre la tyrannie du fort, des institutions qui permettent à un pouvoir politique de coexister avec un système de contre-pouvoir bien structuré, efficace, et le tout dans la mise en œuvre conjointe des grandes questions qui touchent à la construction de la société. Mais au lieu de cela, que vivons-nous dans notre pays? Qu'avons-nous expérimenté ces dernières décennies au Togo? Pouvons-nous effectivement dire qu'au Togo, la justice et l'équité sont le label sur lequel nous construisons notre société? Je crois qu'assurément, la réponse est non, sans équivoque. Nous avons, ces dernières décennies, expérimenté un système de gouvernance qui a inexorablement engendré une fracture sociale, élargissant le fossé entre, d'une part, une classe dirigeante insolemment fortunée, et d'autre part, une grande majorité qui est pauvre et qui s'appauvrit davantage de jour en jour. Le président de la République, son Excellence Faure et Sossimane Yassine, souvenez-en, a dit un jour, je le cite, dans notre pays, une minorité a accaparé les richesses, reconnaissant du coup la grande faillite du système dans l'enracinement d'une véritable justice sociale. Cet enracinement, cet accaparement des richesses, devrais-je dire, cet accaparement des richesses dénoncé par le chef de l'État en personne, ou autrement dit, cette corruption endémique a bien sûr des répercussions au plan social, au plan économique, mais même au plan politique. Et je nous propose, je vous invite ici à en faire un diagnostic sans complaisance, mais en toute objectivité. Il ne s'agit pas pour nous de porter un regard accusateur sur qui que ce soit, mais d'avoir l'honnêteté et le courage de reconnaître la vérité, de la proclamer, afin de pouvoir ensemble agir dans le sens de la guérison. Et tout ce que je dirai, tout ce que j'aurai à dire, mesdames et messieurs, je le dirai pour le Togo. Au plan social, notre pays va très mal. Le quotidien des citoyens est difficile et ceux-ci, pour la plupart, tirent le diable par la queue. Excusez-moi du terme.
Au Togo, de nombreuses familles ne mangent plus à leur faim et arrivent difficilement à avoir un seul repas chaud par jour. Lorsqu'on ne connaît pas les affres de la faim, lorsqu'on est arrivé au monde avec une petite cuillère en or ou en argent dans la bouche, on ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais le peuple, lui, sait de quoi je parle. Les Nations Unies, dans leur dernière mise à jour, ont classé le Togo parmi les pays à développement humain faible. Nous classons au 165e rang parmi 189 pays. Ce n'est pas glorieux. Au Togo, plus d'un ménage sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté monétaire, surtout en zone rurale. En zone rurale, cette tragédie est plus qu'évidente, surtout lorsque vous évoluez vers la partie septentrionale de notre pays, où en période de soudure, vous avez le sentiment de palper la misère au quotidien. Dans les hameaux, dans les villages et même dans les villes, la faim et la pauvreté sévissent de façon endémique. Au marché, les femmes ne vendent plus assez pour pouvoir nourrir leur famille. Les commerçants ne savent plus à quel sein se vouer, tellement les clients se font rares. Les entreprises, elles croulent sous le poids de la pression fiscale et survivent très difficilement. Actuellement, ce sont les cliniques privées qui font l'objet d'une forte pression de la part de la Caisse nationale de sécurité sociale. 120 millions demandés aux uns, 65 millions demandés aux autres, 45 millions par-ci, etc., etc. Et vu l'état de nos structures publiques de santé, il y a lieu de s'inquiéter, car si les cliniques privées ferment, alors nous serons en grande difficulté. Dans la rue, on vous aborde pour vous demander qui de quoi manger, qui de quoi s'acheter un peu de carburant pour le réservoir de la moto qui est à sec. Je ne vous parle pas de mendiants, mais je vous parle de Togolais, pères de famille, mères de famille. Au barrage érigé par les forces de sécurité, nos frères en uniforme demandent régulièrement le café. Nous savons tous que c'est une manière détournée de demander de l'argent. Dans les hôpitaux, nous baignons dans la misère des hommes et des femmes de ce pays. Et l'exemple de la santé est édifiant. Moins de 10% de notre population bénéficie d'une couverture maladie. Et avec l'INAM, nous atteignons à peine les 5%. En cas de maladie, les 90% qui sont déjà appauvris dans leur grande majorité doivent encore puiser dans ce qui leur reste ou même puiser dans ce qu'ils n'ont pas pour pouvoir se soigner. Cela signifie qu'ils doivent s'endetter ou demander le soutien de leur entourage ou de leur famille. Je m'arrête un instant pour vous parler du cas de cet enfant d'une dizaine d'années, arrivé aux urgences chirurgicales du CHU Sylvanus Olympio dans un état de péritonite, une grosse infection dans le ventre. Cet enfant avait absolument besoin d'être opéré en urgence afin qu'on puisse lui sauver la vie. Nous avons tendu l'ordonnance de chirurgie à ses parents. Ils nous ont regardés, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter le nécessaire pour l'opération de l'enfant. Il a fallu attendre que les parents de cet enfant retournent dans leur village, voient le chef du village qui a fait gongonner à travers le village pour que les chefs d'État de l'OUA en 2000.
l'État, le budget de la santé tourne autour de 6% du budget national. 6%, c'est dérisoire. Au Togo, plus d'un enfant sur 4 souffre de malnutrition chronique. Au Togo, 7 enfants sur 10 sont atteints d'anémie. Mais avec quel type de citoyens voulons-nous construire notre nation de demain? Avec quel type de citoyens? Nous avions jusqu'en 2015 aligné notre politique sur l'atteinte des OMD, les objectifs millénaires pour le développement, qui avaient fait l'objet d'une déclaration universelle en 2000. Et à la date butoir, en 2015, nous n'avons jamais atteint les objectifs liés à la santé. Nous n'avons jamais atteint les objectifs liés à la santé. L'objectif 4 consistait en une réduction de la mortalité infantile. Ce fut un échec pour le Togo. L'objectif 5 consistait en une amélioration de la santé maternelle. Ce fut un échec pour notre pays. L'objectif 6 devait permettre de combattre le VIH. Notre pays n'avait véritablement progressé que dans la lutte contre le VIH-Sida, et on peut le dire ici, c'était grâce à l'implication forte des partenaires techniques et financiers comme le Fonds mondial. Mais ces partenaires ne soutiendront pas éternellement notre politique sanitaire, il faut le savoir. Dès lors que nous comprenons que dans notre pays, beaucoup de programmes au niveau central sont sans grand financement, nous pouvons alors comprendre que des programmes comme celui très peu de ressources a très peu de chances de fonctionner. C'est ainsi que les patients qui souffrent de cancer sont pour la plupart condamnés dans notre pays en raison d'un traitement qui coûte plusieurs millions, qui est trop cher et qui n'est pas subventionné. Pourtant, tous les experts le disent, tous les experts s'accordent là-dessus. Le 21e siècle sera le siècle du cancer en Afrique, en tout cas dans les pays en voie de développement. Mais dans notre pays, nous avons l'impression que la riposte tarde à être organisée. Toujours pour les patients souffrant de cancer, le Togo ne dispose pas de services de radiothérapie. Et lorsque nous, médecins, nous avons à prendre en charge des patients, lorsque nous estimons qu'ils ont besoin de radiothérapie, nous sommes obligés de les envoyer du côté ouest, vers le Ghana. Nous sommes obligés de les envoyer vers le Mali, où ils ont également un excellent service de radiothérapie, où il nous arrive parfois de les envoyer également vers le Gabon, où les Gabonais ont mis en place un superbe institut de lutte contre le cancer, et cet institut prend gratuitement en charge les femmes souffrant de cancer. Une autre maladie chronique, c'est l'insuffisance rénale chronique. Et les patients qui ont une insuffisance rénale chronique dans notre pays vivent une véritable tragédie. Il faut savoir que dans tout le Togo, nous n'avons qu'un seul centre de dialyse public construit par l'État, et il se trouve au CHU Sylvanus Olympio. Cela signifie donc que dans tout le pays, lorsque vous avez vos reins qui ne fonctionnent plus, si vous voulez survivre, vous devez quitter Atakpamé, Sokodé, Kara, Tapaon et venir à Lomé pour avoir une chance infime de survivre. Mais une fois arrivé à Lomé, les choses ne sont pas aussi évidentes. Pour pouvoir bénéficier de la dialyse, vous pouvez aller au CHU Sylvanus Olympio, mais les places sont limitées. Au CHU Sylvanus Olympio, c'est une cohorte de 80 patients qui est prise en charge. Lorsque vous arrivez à Lomé, mesdames et messieurs, et que vous avez vos reins qui ne fonctionnent plus, mesdames et messieurs, vous devez vous rendre d'abord dans une structure privée où
où chaque séance de dialyse vous coûte 70 000 francs CFA. Et vous devez être en mesure de faire chaque semaine 2 séances, sinon 3 séances de dialyse. Chaque semaine, tous les mois et tous les ans, si vous voulez avoir une chance de survivre. Faites le calcul. En réanimation néonatale au CHU Sylvanus Olympio. C'est une salle conçue pour accueillir les tout nouveau-nés, les tout petits bébés, et cette salle a une contenance de 10 berceaux. Donc 10 berceaux pour 10 bébés. Mais il nous arrive de compter jusqu'à 30, voire 40 de nos petits bébés entassés dans ces berceaux. Et ce qui est encore plus révoltant pour nous médecins, il n'y a souvent qu'un seul infirmier pour s'en occuper. Et on comprend alors que les bébés tombent comme des mouches. Le manque d'effectifs est criant. En dehors de Lomé, où vous avez 4 médecins pour 10 000 habitants, en dehors de Lomé, vous avez moins d'un médecin pour 10 000 habitants au Togo. Sans acteurs qualifiés sur le terrain, mais quelle politique sanitaire comptons-nous appliquer? Quelle politique sanitaire? Je pourrais passer des heures à vous parler du système de santé et de ses dysfonctionnements, mais je crois que là n'est pas l'objet de notre conférence. Nous avons pris l'exemple de la santé, mais les autres services publics sont dans le même état de déliquescence chronique. Il ne nous reste plus qu'à prier. Prions alors Saint Pérégrin, le saint patron des maladies incurables, pour qu'il nous porte secours. C'était donc au plan social. Au plan économique, reconnaissons-le, la croissance est au rendez-vous. Plus de 5% ces dernières années, au-dessus de la croissance démographique. Et on nous envie ce taux de croissance au-delà des frontières. C'est une véritable embellie dans ce ciel nuageux. Mais, mesdames et messieurs, essayons de regarder d'un peu plus près cette croissance et voyons sur quoi elle est véritablement adossée. Avons-nous une économie qui se diversifie? Je crois qu'il y a des économistes dans la salle et la réponse est certainement non. Avons-nous des industries nouvelles ou des services qui nous permettent de produire de plus en plus de richesses? La réponse, assurément, est encore non. Avons-nous alors des industries de transformation qui nous permettent d'avoir une valeur ajoutée sur nos matières premières? Encore une fois, la réponse est non. Mais alors, qu'est-ce qui alimente notre croissance? Qu'est-ce qui alimente ce taux de croissance à plus de 5%? Ce n'est pas le PND, le Plan national de développement, parce qu'il vient seulement de voir le jour. Mais il y a 2 choses essentielles. D'abord, les gains de productivité dans le secteur agricole. N'oublions pas que notre pays est essentiellement un pays rural. Nous avons une population rurale à plus de 70%. Et c'est cette population qui produit encore une grande partie de notre richesse à la force du bras. Mais à côté de cela, nous avons l'investissement public dans les infrastructures de transport. L'investissement public dans les infrastructures de transport, et c'est cet investissement public qui soutient grandement notre taux de croissance. Nous avons de nouvelles routes, nous roulons mieux, nous avons une nouvelle aérogare et nous sommes tous fiers de recevoir des amis, des collègues qui arrivent à Lomé et qui nous disent « Votre aéroport, il est superbe. » Moi, j'avoue que j'en suis très fier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre croissance est artificiellement soutenue par la construction de ces différentes infrastructures. Mais jusqu'à quand cela pourra-t-il soutenir notre taux de croissance? Et à partir de quand aurons-nous une véritable croissance partagée? Souvenons-nous qu'en 2010, le Togo avait fièrement atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très
très endetté. Encore qu'on peut se demander ce qu'il y a de glorieux à être pays pauvre très endetté. Le Premier ministre de l'époque disait aux Togolais, je m'en souviens, soyez patients, parce que le point d'achèvement marquera le nouveau départ pour le Togo, un départ vers une croissance partagée. Toujours est-il que cela nous a permis de bénéficier d'un programme international d'allègement de la dette, passant ainsi d'une situation de surendettement à une situation financière soutenable. Mais observons les chiffres. En 2011, nous étions donc au lendemain de l'initiative Pays pauvres très endettés. La dette du Togo était autour de 48% du PIB. En 2015, 4-5 années plus tard, la dette est passée de 48% à 75% du PIB. Et en 2016, nous étions à près de 80% du PIB, soit largement au-dessus des 70% qui représentent la limite fixée par l'UEMOA. Et en comparaison, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. La Côte d'Ivoire était en phase de reconstruction. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à moins de 45% d'endettement. Nous sommes donc ainsi passés, en l'espace de 5 années, d'un taux d'endettement inférieur à 50% à plus de 75% et nous avons explosé le plafond des 70%. Nous savons qu'on peut s'endetter pour construire son émergence. Mais au Togo, à quoi cette dette a-t-elle servi? Certainement pas à produire de la richesse. Mais alors, avec quoi allons-nous rembourser cette nouvelle dette? Ou plutôt, devrais-je dire, avec quoi nos descendants vont-ils rembourser cette nouvelle dette? Nous sommes déjà coupables d'avoir appauvri. Nous avons déjà appauvri les générations futures et nous condamnons les générations futures à être dépendantes financièrement des autres nations. Nous sommes tous coupables. Alors, si cette dette colossale n'a pas produit de richesse, à quoi a-t-elle servi? Souvenons-nous de Global Financial Integrity, GFI. En 2012, cette ONG américaine a produit un classement des pays du monde en termes de flux financiers illicites. Et GFI a démontré que sur les 10 dernières années, au Togo, nous avions en moyenne, annuellement, tenez-vous bien, 1000 milliards de francs CFA en flux financiers illicites. Je répète, 1000 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent de notre budget national. De l'argent qui part en fumée, en tout cas de l'argent qui se retrouve ailleurs qu'au trésor public. Et quand vous observez la courbe, on constate une augmentation des flux financiers au Togo à partir de l'année 2005. L'année 2005, avec un pic énorme en 2008. Quand le président, son Excellence Faure Zinna Gnassingbé, dit qu'une minorité a accaparé les richesses, manifestement, il sait de quoi il parle. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que tout ce que je dis, je le dis pour le Togo. Au plan politique, 2005 constitue un tournant historique. La mort du président Eyadema n'a malheureusement pas permis un retour à l'ordre constitutionnel et à un état de droit. La Constitution est violée. Il s'ensuit une véritable insurrection populaire parce que le peuple voulait reconquérir sa liberté et sa dignité. Nous savons tous, la répression a été sanglante. Des centaines de Togolais ont été massacrés par leurs propres concitoyens dans une stratégie de conservation de pouvoir, sous le regard indifférent ou complice
de la communauté internationale. Nous connaissons le rôle que la CEDEAO a joué, sans commentaire. Aujourd'hui, le peuple togolais réclame de nouveau sa dignité bafouée, mais doit faire face de nouveau à diverses pratiques antidémocratiques et la panoplie est vaste. Coupure d'Internet, répression militaro-policière, je n'entre pas dans les détails, vous le savez mieux que moi. Des miliciens pro-pouvoir participant aux répressions sanglantes aux côtés des forces de sécurité, et même des enfants sont les victimes innocentes. Même des enfants sont tués au Togo. Souvenons-nous d'Anselme Silandare et de Douti Sinalengue, morts assassinés à Dapan en 2013, impunément. Leur mort avait fait frémir d'effroi toute la nation togolaise. Père Afognon, Pierre Chanel, avait, dans une lettre ouverte adressée au président, écrit ceci. Un pays qui tue pour un oui ou un non ses fils et filles s'oppose gravement au commandement de Dieu. Et d'ajouter, aussi, de tels actes sont-ils des sources de malédiction et pour les auteurs et pour toute la société togolaise. Fin de citation. Plus près de nous, il y a l'enfant Jojo, parti acheter de l'huile pour sa maman et qui a été fauché par une balle, impunément. Il y a l'enfant Idrissou Moufidou, qui préparait la place pour la prière du midi et qui a été tué à bout portant le 8 décembre 2018, pendant la campagne pour les législatives, impunément. Nous avons le jeune Chakondo, Lawa Ino, aussi assassiné à Togblé, le 8 décembre 2018, toujours pendant la campagne pour les législatives, impunément. Et pourtant, malgré tous ces faits, la CEDEAO a dit que tout s'était bien déroulé. À la vue du corps de son fils, Chakondo étalé sur la chaussée. Sa mère a subi un véritable choc traumatique. Et le 12 février 2019, cette maman a rendu l'âme morte de chagrin. Qu'elle repose en paix. Mais que nous est-il arrivé au Togo? Sommes-nous devenus pires que des animaux? Et la justice dans tout cela? Où est-il notre système judiciaire? Des manifestants sont embastillés arbitrairement. Réjouissons-nous qu'aujourd'hui certains d'entre eux ont été libérés. Et quand cela se met à témoigner, cela vous donne la chair de poule. Ils vous décrivent ce qui se passe derrière la grille de la prison. Et ils vous disent que c'est un enfer, c'est l'enfer carcéral. La nuit, par exemple, pour dormir, vous ne disposez pour tout espace que de la largeur de votre corps. Vous devez vous allonger la tête d'un côté, les pieds de l'autre, et interdit de bouger jusqu'au lendemain, parce que le prisonnier qui est à côté de vous est dans une position opposée. Les pieds d'un côté, la tête de l'autre, et lui non plus n'a pas le droit de bouger. Et dans cette salle où vous êtes entassés comme des sardines, il fait une chaleur torride, suffocante. C'est le processus de déshumanisation, comme dirait le philosophe Kamana, que j'apprécie tant. Cet avilissement a été poussé à l'extrême lorsqu'on a instauré la fouille systématique dans leur plus grande intimité des femmes, des sœurs et des mères venues apporter à manger à leurs parents en prison. Le message est clair. Pour ceux qui sont à l'intérieur de la cage, vous avez voulu défier le système. C'est la sanction. Et le message aux autres qui sont en dehors de la cage, continuez. Et vous aussi, vous aurez droit à cet enfer carcéral. Aujourd'hui, certains sont libérés. Enfin. Mais d'autres y croupissent encore. Et ceux qui sont sortis garderont à jamais les stigmates de ce séjour dans ce monde bestial. On ne sort jamais indemne de cet enfer.
Nous ne communiquons pas autour, parce que ce n'est pas notre rôle de communiquer autour de ce genre de choses. Mais sachez que tous ceux qui sont sortis de cet enfer sont sortis avec une maladie. Et dans le meilleur des cas, ce n'est qu'une maladie de peau. Parce que parfois, ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre en charge certains qui souffrent de tuberculose. Et leur traitement va s'étaler sur plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Je ne parle même pas des emplois perdus. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas tué. Ils ont osé dire non à l'inacceptable. Et voilà leur sanction. Et pendant ce temps, dans notre pays, les assassins continuent de se pavaner. Heureusement, des compatriotes au Togo et dans la diaspora, de même que des partenaires de la société civile, apportent un minimum de soutien moral et financier pour aider ces détenus à se prendre en charge, à se soigner et à soulager leur peine. La solidarité entre les hommes, mesdames et messieurs, fait des miracles. Et j'invite tous ceux qui sont encore dans l'indifférence et qui se contentent de leur petit quotidien à réfléchir à leur part, à réfléchir à leur contribution. Permettez que je vous lise l'extrait d'un document. Le document dit ceci. Le principal problème du secteur de justice est le manque de confiance entre la justice et le citoyen. Ce manque de confiance est dû aux difficultés d'accès du système de justice, son manque d'efficacité dans le traitement des dossiers, les problèmes de corruption qui minent le secteur et l'impunité dont bénéficient certains juges et justiciables. Entre parenthèses, justice à deux vitesses. Ce document, je l'ai trouvé lorsque je préparais cette conférence. Et ce document a été produit en 2017. C'était dans le cadre du programme d'appui au secteur de la justice. C'est un document qui émane de notre ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République. Et ce document officiel reconnaît dans notre pays cette justice à deux vitesses. Mesdames et messieurs, entre 2007 et 2013, l'Union européenne a financé dans le cadre du 9e et du 10e FED ce qu'on appelle le projet d'appui à la réforme de la justice et à la promotion des droits de l'homme à hauteur de près de 6 milliards de francs. C'est l'argent du contribuable européen, l'argent du citoyen européen. Aujourd'hui encore, le Togo bénéficie d'un nouveau programme d'aide financé, cette fois-ci dans le cadre du 11e FED, signé en 2015, pour la période 2014-2020, et à un an de l'échéance, on se demande ce qui a vraiment changé dans notre système judiciaire. Mesdames et messieurs, nous sommes tous coupables de cet état. Nous, mais aussi nos partenaires aussi, bien entendu. L'Union européenne en première ligne. Et je crois que les citoyens européens méritent d'en être informés. Voilà donc l'exercice auquel je nous avais conviés afin d'essayer de faire ensemble l'état de la nation. En tout cas, d'en avoir un aperçu. Et il y eut le 20 décembre 2018 qui marqua un nouveau tournant dans notre douloureuse marche vers la démocratie. S'agit-il d'un échec de la lutte pour l'avènement d'un nouvel ordre politique? Si échec il y a, c'est l'échec du Togo dans son entièreté, quelle que soit notre idéologie politique, parce que le 20 décembre 2018, le Togo n'est pas sorti de la crise. Le 20 décembre 2018 n'a pas mis un terme à la crise socio-politique togolaise. Et si on est conscient de cela, tous les citoyens qui aiment ce pays doivent réfléchir ensemble pour trouver une solution. Non pas pour tel parti politique ou pour tel autre, non pas pour tel individu ou pour tel autre, non pas pour telle maison ou pour tel autre, mais une solution
pour sortir le Togo de cette situation qui n'a que trop duré. Le 20 décembre 2018, nous avons vu un pays tout entier, au sud comme au nord, dire non à l'inacceptable et refuser de prendre part à ce qui a semblé être une séance de distribution de sièges parlementaires. Et je pèse mes mots. Cette résistance du peuple togolais est à saluer, car après 2005 et l'attitude coupable de la communauté internationale et de la CEDEAO, les Togolais ont compris qu'ils doivent résister tout en se protégeant. Ils ont compris qu'ils doivent rester debout pour continuer de résister seuls face à l'adversité. Un boycott massif, et tous les observateurs sérieux, objectivement, le reconnaissent. Je ne reviendrai pas sur le rôle que la CEDEAO a joué avec sa feuille de route constamment violée, avec sa totale complaisance. Le 20 décembre 2018, la CEDEAO a démontré une fois encore son incapacité à accompagner un véritable processus électoral démocratique dans notre pays. Mais l'histoire n'est pas figée, l'histoire est dynamique et un jour, nous saurons ce qui s'est réellement passé. Mesdames et messieurs, s'agit-il d'un échec? Je repose la question. Le philosophe Kamana a dit que ce qui semble être un échec, souvent, n'est qu'une épreuve initiatique et nous avons donc la possibilité de poursuivre notre marche, de poursuivre notre action, de poursuivre notre lutte, mais de façon différente, en tirant des leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il est temps pour les forces vives, il est temps pour les forces démocratiques, les citoyens de tous bords, je répète, de tous bords, de réaliser les chemins de convergence, afin de fédérer les énergies positives pour sauver le Togo. Fédérer les énergies positives pour sauver le Togo. Pour cela, 3 questions me paraissent fondamentales. Première question, pourquoi l'unité d'action? Deuxième question, qui pour l'unité d'action? Troisième question, comment faire cette unité d'action? Pourquoi l'unité d'action? En Afrique, nous connaissons tous l'histoire de ce père qui, sentant sa mort venir, appelle ses enfants. Et au plus fort d'entre eux, au plus costaud, il demande tour à tour de briser le balai. Je ne parle pas du balai qu'on nous vend au supermarché, je parle du balai traditionnel. Celui qui est fait par un assemblage de brindilles. Et bien entendu, aucun de ces enfants, même les plus forts, même les plus costauds, n'y parvient. Et enfin, il demande aux plus frêles d'entre eux, aux Benjamins, d'enlever les brindilles une à une et de les briser. Et sans aucune difficulté. Bien entendu, cela fut fait. Mesdames et messieurs, cette image du balai est symbolique de la manière dont la lutte doit désormais se construire. En tout cas, c'est ce que demande le peuple qui s'est mis en marche. Le peuple veut une union forte et sincère des acteurs au Togo et dans la diaspora. Chacun a un rôle à jouer, une mission à accomplir, que l'on soit de la société civile, que l'on soit de la société politique ou que l'on soit de la diaspora, dans un esprit d'union et d'unité et dans le sens du bien commun pour le Togo. Ensemble, nous sommes plus forts, quelles que soient les vicissitudes de la lutte. Aujourd'hui, le peuple togolais est encore plus déterminé et il l'a démontré le 20 décembre 2018. Mais il attend un signal fort de la triptyque acteurs politiques, acteurs de la société civile et acteurs de la diaspora pour se remettre en marche. Mais quel peut être ce signal? Quel peut être ce signal fort attendu par le peuple? D'abord, l'arrêt des querelles intestines étalées sur la place publique. Et même à deux, dans notre chambre commune, il peut nous arriver de nous marcher sur les pieds. Mais par quel miracle cela ne serait-il pas
à plusieurs, pour ne pas dire à 14. Mais quelle est donc cette stratégie de mobilisation qui consiste à se vilipender sur la place publique? La liberté de parole doit prévaloir, certes, mais dans la lutte que mène le peuple togolais, tout ce qui ne sert pas à la mobilisation est à condamner pour le Togo. Ensuite, ce signal que le peuple attend passe par la mise en commun des énergies positives, issues, je le répète, de la société civile, de la société politique, de la diaspora, pour les décupler et non pour les annihiler. L'appartenance à une dynamique ou à un mouvement doit être sincère. Il s'agit de défendre avant tout et surtout l'intérêt général pour le Togo. L'intérêt individuel sera défendu en son temps et en son heure. Tant que le terrain ne sera pas défriché, nul ne pourra y planter sa graine et la voir éclore. Enfin, le signal attendu, c'est la réaffirmation de la nécessité des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Nous devons, en dépit de tout, continuer la lutte ensemble pour doter le Togo d'institutions fortes qui seules peuvent garantir la vérité des urnes. C'est notre devoir pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et nous n'avons pas le droit d'abdiquer, nous n'avons pas le droit de baisser les bras si nous voulons sortir de cette crise de façon pacifique. Nous devons plaider encore et encore pour que le Togo accède enfin à ces réformes tant attendues. C'est la seule option pour que cette crise cesse dans la paix. Voilà pourquoi il faut cette unité d'action. Qui pour l'unité d'action? C'était la deuxième question. Pour faire simple, je dirais tous ceux qui veulent le changement. Et aujourd'hui, ils sont tellement nombreux, depuis la gauche extrême jusqu'à la droite extrême. Mais malheureusement, beaucoup sont encore tapis dans l'ombre ou cachés derrière leur écran de smartphone et attendent un dénouement. Les statistiques annoncent 85% de Togolais prêts pour le changement. Afrobaromètre. Et cela corrobore le boycott massif des élections législatives, où seuls entre 10% et 15% des Togolais ont répondu à l'appel du pouvoir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on peut légitimement se demander, mais où se trouve le fief du pouvoir? Où est son électorat? Sur quoi ce pouvoir s'appuie-t-il finalement? Je nous pose la question. Mais qui sont ces citoyens qui veulent le changement pour le Togo? Vous me direz, ils sont des partisans de l'opposition, bien entendu. Mais je dirais aussi et surtout qu'ils sont des membres du parti au pouvoir, lassés par cette idéologie surannée de conservation du pouvoir en ce siècle, de la mondialisation, où les jeunesses voient ce qui se passe de par le monde et aspirent à plus de liberté et de dignité. Il est temps que tous les Togolais prennent leur destin en main et rejoignent la convergence pour la liberté et la dignité de notre nation. Il est temps que nos frères et sœurs du parti au pouvoir, qui sont autant patriotes et qui ont autant l'esprit de clairvoyance et qui aspirent au changement pour le Togo, de prendre leur destin en main. Ils ont un rôle capital à jouer, et nous avec eux, ensemble, car nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques, et il en faut pour créer l'émulation et favoriser la diversité dans une nation. Mais aucun Togolais ne sera mon ennemi parce qu'il est d'une ethnie différente. Aucun Togolais ne sera mon ennemi parce qu'il est d'une religion différente. Aucun Togolais ne sera mon ennemi parce qu'il est d'une idéologie politique différente ou parce qu'il est militaire et moi civil. Jamais. Qui donc pour l'unité d'action, si ce n'est tous les patriotes de tous bords? Mais je voudrais m'adresser spécialement à 3 catégories de personnes. D'abord, les universitaires et les intellectuels. Vous faites partie de l'élite de la nation. Vous faites partie de la crème de la nation. Dans les universités, nous sommes plus d'1 million de diplômés en droit, en lettres, en gestion, en économie et que sais-je encore. Mais où est cette lumière que nous sommes censés apporter à la communauté, chacun dans son domaine?
Mais sommes-nous uniquement enclins à dominer nos étudiants dans les amphithéâtres? Et lorsqu'ensuite des grandes questions qui touchent à la vie de la cité se posent, nous sommes là à raser les murs piteusement. Combien d'universitaires ont osé se prononcer sur ce qui s'est passé en 2005 et qui restera à jamais une tare togolaise? Mais ces universitaires organisent des colloques pour fanfaronner sur la rétroactivité ou la non-rétroactivité d'une loi, obscurcissant encore plus nos esprits. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat amer. Et si mes propos vous ont blessé, veuillez me le pardonner, car tout ce que je dis, je le dis pour le Togo. En Algérie, les avocats en robe noire ont manifesté aux côtés du peuple pour défendre leur nation contre l'inacceptable. Au Bénin, les universitaires en toge ont manifesté, fait un sitting devant les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur pour refuser l'inacceptable. En Côte d'Ivoire, c'est en toge que les universitaires sont sortis pour refuser l'inacceptable. Et au Togo, où sont les universitaires, où sont les intellectuels? Soyons des professeurs d'université qui osent professer en public leur opinion. Et ne soyons pas comme des instituteurs à l'université. Tout ce que je dis, je le dis pour le Togo. Ensuite, les hommes d'affaires ou chefs d'entreprise. Vous avez besoin de travailler et nous savons qu'au Togo, ceux qui osent défier le pouvoir n'auront plus de marché, ils n'auront plus de chantier. Vous voulez le changement pour le bonheur de la cité, vous voulez le changement pour un meilleur environnement des affaires, certes, mais ne vous contentez pas d'observer les acteurs et de vilipender ceux qui essaient sans grands moyens de faire face à ce pouvoir qui, lui, dispose de tous les moyens d'État. Je vous en conjure, ayez au moins le courage de soutenir l'action en étant à l'arrière-garde. Ceux qui luttent ne sont pas tous corrompus et les discussions de salon où les stratégies les plus intelligentes sont élaborées ne suffisent plus. Le peuple attend plus de vous. Il ne vous demande pas de vous mettre en péril, mais simplement de participer à l'action à votre manière et de ne plus simplement vous contenter d'attendre que le changement arrive pour en bénéficier sans en avoir payé le prix. Enfin, la jeunesse. Jeunesse togolaise. Au Burkina Faso, au Sénégal, en Algérie. La jeunesse est le fer de lance de la lutte pour dire non à l'inacceptable. Au Togo, notre jeunesse doit être le porte-étendard de la lutte dans les universités, dans les écoles, dans les entreprises, dans les quartiers. Porter ce message d'éveil et de réveil des consciences. Jeunesse togolaise, rappelle à notre nation que la croix du supplice est devenue l'étendard de la victoire. La croix du supplice est devenue l'étendard de la victoire. Et que notre supplice d'aujourd'hui sera demain notre force pour la reconstruction de notre nation. Tout ce que je dis, je le dis pour le Togo. Dernière question, comment faire cette unité d'action? Ce forum va certainement se pencher sur la question, mais je voudrais dire une ou deux petites choses. L'unité se fera sans exclusion, mais en sachant qu'il vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. L'unité doit se faire d'abord et avant tout autour d'objectifs pour le Togo, notre patrie, et non autour de personnes, et surtout celles qui se targuent d'avoir l'onction de la communauté internationale, car ces personnes oublient que l'onction suprême est celle du peuple togolais. C'est la zombification dont nous parle le philosophe Kamana. On se construit autour de ce que désire la communauté internationale, oubliant qu'il faut se construire avec son propre peuple. Aujourd'hui, je voudrais dire à la communauté internationale que le Togo veut sortir du paradigme de la médiocrité, de la dislocation, afin de reconstruire son socle social. Nous en avons les capacités. Nous voulons dire à la communauté internationale que nous voulons nous approprier notre avenir et nous y parviendrons en dépit des retards et en dépit des obstacles. La jeunesse d'Afrique démontre ça et là que les esprits longtemps néocolonisés aujourd'hui se libèrent. Et dans une vision prospective, j'exhorte nos partenaires à soutenir notre marche vers la démocratie.
notre avenir en main. Nous saurons nous souvenir de ceux qui nous ont aidés et nous n'oublierons pas ceux qui, au contraire, nous ont barré la route. Les partenariats futurs ne seront pas portés par des marionnettes à la tête de nos États, mais par des hommes et des femmes. Alors, chers partenaires, ayez comme alliés les peuples d'Afrique qui sont comme les fourmis laborieuses et détournez-vous des dictateurs d'Afrique qui sont au crépuscule de leur existence. Tout ce que j'ai dit, mesdames et messieurs, tout ce que j'ai dit, je l'ai dit au nom du Togo et je vous remercie de votre patiente écoute. Merci, professeur. Merci. Merci au professeur. Et tous, ils vont se lever. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.